Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on est avec Marjorie qui est UX/UI designer et qui va nous expliquer son parcours et comment elle a réussi à atteindre ce métier. Bienvenue Marjorie, merci de passer ce petit temps avec nous. Bonjour à tout le monde, bonjour Fanny. Je suis très contente d'être ici. Donc Marjorie, toi aujourd'hui, tu es UX/UI designer. Qu'est-ce que tu faisais du coup avant ce métier-là? Alors, j'ai eu plusieurs parcours, c'est-à-dire que si je repars à zéro, j'ai travaillé dans la vente quelques temps. Après, j'ai été maman au foyer, je me suis occupée de mes enfants parce que mon mari était itinérant. Et ensuite, j'ai fait une première reconversion dans la tech en tant que développeur web et mobile. Et c'est quoi qui t'a poussé vers la tech quand tu as commencé par le dev? T'avais toujours aimé la tech ou c'était un choix d'avenir parce que... Alors, j'avais toujours aimé la tech parce que je suis quelqu'un qui, à l'origine, aime bidouiller, très curieuse, donc je cherchais pas mal de choses sur Internet. Dans le passé, étant plus jeune, je jouais pas mal aux jeux vidéo. Donc je viens d'une culture aussi assez jeux vidéo avec mes frères notamment, qui m'ont initiée à ça. Et jusqu'aux études supérieures, voilà, j'étais vraiment dans les jeux, j'aimais aussi les blogs et j'essayais de comprendre comment on pouvait créer un blog, des choses comme ça ou faire aussi des hackings. J'aimais bien trouver des astuces pour modifier une chose, une autre. Enfin, voilà, je m'intéressais beaucoup à ce monde-là, mais comme ça, en amatrice. Voilà. Et ça a été quoi le moment clé où tu t'es dit: «OK, je passe de, c'est une passion et j'aime ce milieu» à «je travaille dans ce milieu»? Alors, c'est une opportunité qui s'est présentée à moi. C'est une école du numérique qui m'a contactée via Vinted et elle m'a proposé de participer à des tests d'entretien pour accéder à une formation de développeur web et mobile qui était accessible pour les femmes en priorité parce qu'il y avait un besoin de femmes dans le numérique. Donc, sur le coup, j'ai pas trop cru. Et puis, je me suis laissée tenter. J'ai quand même fait l'expérience et j'ai réussi les tests. Donc, à ma grande surprise, c'est que j'ai réussi les tests. Et puis, quand il fallait faire les entretiens, c'était sur Paris. Et là, ça a bloqué parce que moi, je suis dans le sud et puis j'avais une vie de famille assez dense. Et j'ai pas pu le faire à ce moment-là. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai cherché sur Internet s'il y avait d'autres moyens à côté de chez moi. Et j'ai vu à ce moment-là il existait des fabriques du numérique et qui invitaient les gens à se lancer, hein, à essayer. C'était ouvert à tout le monde, en fait. C'était plus aussi fermé qu'avant. Et donc, je me suis lancée. Voilà, j'ai testé plusieurs fabriques du numérique dont la Boîte School à l'époque était à Marseille. Et puis, bon, c'était pas avec la Boîte School que j'ai commencé au tout début. C'était avec une autre fabrique du numérique. Et voilà, après, j'ai commencé une formation intensive de 8 mois avec un stage derrière. C'est ce que j'allais te demander comme tu as fait plusieurs formations, est-ce que tu as fait, finalement que des formations intensives ou aussi un peu d'alternance? Mais on en reparlera peut-être après aussi. Mais, tu as dit Vinted, je j'ai pas rêvé. Tout part d'un message sur Vinted, Oui, oui, l'application pour vendre des vêtements. OK. oui, ça venait de là. Oui, oui, OK. sur Vinted, j'avais mon profil, je faisais comme tout le monde, hein, je vendais mes habits ou plein de choses, plein d'articles. Et j'ai eu dans mes messages une proposition d'une école du numérique qui était sur Paris. Et au début, j'y ai OK. pas cru, hein. Je me suis dit, comme tout le monde, quoi. Et Mmh. non, non, c'était pas. Je pense que à l'époque, comme il y avait un grand besoin, on voulait ouvrir le numérique à pas mal de personnes, à pas mal de profils, et notamment les femmes. Eh ben, c'est assez judicieux hein, de leur Mmh. part. Ils sont allés sur un réseau social où les femmes sont très actives et ils les ont contactées via ce réseau social. Et pour ma part, ça a marché. Et je pense qu'il y a dû y avoir d'autres personnes comme moi. Et c'est vrai que c'est hyper intelligent d'aller justement chercher les femmes, surtout sur Vinted, enfin, s'ils ont ciblé des personnes qui vendaient des vêtements pour enfants et cetera, ils savent déjà que c'est des mamans, donc c'est aussi, forcément une Exactement. situation où peut-être on veut plus se reconvertir parce qu'on veut avoir du temps avec ses enfants et cetera. Enfin, on a d'autres raisons qui nous poussent. Mais ouais, c'est assez original. Oui, c'est assez original. Et puis, je pense qu'ils ont ciblé effectivement. Et ce que j'ai apprécié de leur part, c'est de rendre possible les choses. Parce que souvent, on se met des barrières nous-mêmes. Oui, en tant que maman, moi je suis maman, je le dis. Et à l'époque, c'était pas mon objectif, quoi. C'était pas ma priorité. Et le fait de m'avoir mis la puce à l'oreille et qu'on me dise, ouais, mais c'est possible.
Après, tout se met en place tout seul, en fait. Et pourquoi tu t'es pas lancée là-dedans? Justement, tu dis parfois on se met des barrières, on a peur nous-mêmes et cetera. Pourquoi tu t'es pas lancée là-dedans en sortie d'études? Est-ce que, c'était même pas pour toi, une idée? Enfin, c'est venu plus tard ou c'est parce que justement tu te freinais toi-même en te disant, «C'est pas un milieu pour les femmes, quoi»? En fait, la société, elle a évolué depuis, elle a vraiment changé depuis quelques années et bon, je suis pas vieille, hein, mais à l'époque où moi, j'ai passé le bac, je fais des études supérieures, c'est très simple, hein. Tu as pas un bon niveau en maths, tu n'as rien à faire, en informatique. Donc déjà, c'était fermé. Donc moi, j'avais pas j'ai un esprit créatif à la base et j'avais quand même des compétences en technologie. Mais alors, les maths pures, c'était pas vraiment mon truc. Bon, peut-être parce que aussi j'avais un problème avec ça, je sais pas d'où ça venait exactement, mais il s'avère que on te range dans une case, on te dit non, mademoiselle, vous êtes fait pour ça. Et quand vous avez 17, 18 ans, vous suivez ce qu'on vous dit de faire. Et c'est ce que j'ai fait, moi. Oui, puis c'est le schéma classique aussi en sortie d'école où justement déjà on t'oriente par la filière. Alors maintenant ça a changé, c'est plus LS, mais en tout cas à l'époque, je sais pas si pour toi c'était LS et ES les filières, après la Moi, seconde? j'ai un bac L mention art plastique. Oui, donc c'était quand même bien catégorisé, comme tu dis, ou si tu as un esprit créatif, on va pas te mettre en ES ou en S, plutôt Ah, en L et ça te voilà, ferme des portes pour la suite. C'est ça voilà. aussi la richesse de ces bootcamps et de ces formations sans prérequis finalement. C'est ça parce que les bootcamps, la formation que j'ai fait intensive, ça a été une révélation où je me suis découvert. Quand on vous enferme quelque part dans une case, vous y croyez et puis il n'y a pas d'autre possibilité en fait. Moi, j'ai fait ma vie comme ça, j'ai fait des études supérieures, niveau licence en histoire de l'art, archéologie, une fac d'art aussi, j'ai fait une année. Et je voulais me lancer dans le professorat, dans ces choses-là, parce que bon, voilà, c'était la suite en fait pour moi. Voilà. Et puis en plus, ça faisait pas longtemps que je m'étais mis en couple. J'avais une petite fille à l'époque. J'allais avoir une petite fille quand j'ai fait ma licence. Donc voilà, on se dit bon, voilà, il y a pas le choix. On fait les choses comme Mmh. ça et puis voilà, on va pas plus loin. Et du coup, tu as quand même fait un peu de professorat ou pas du tout dans ton parcours? Non, alors le professorat, je l'ai fait à la maison du coup, OK. parce que je me suis retrouvée avec des enfants en bas âge et c'était plus possible. Donc j'ai fait un stand-by pendant quelques années et je me suis vraiment investie auprès de mes enfants parce que faut savoir que mon mari ont déménagé et on n'avait pas de famille autour de nous. Mon mari est itinérant, donc voilà, il fallait mon devoir, c'était de m'occuper de mes enfants, tout simplement. Et Mmh. je pense que c'est normal. Toute femme qui a des enfants, voilà, à un moment donné, on le sent en soi. On sent que c'est pas le moment. C'est pas le moment. Voilà. Et donc ensuite, tu as fait quand tu as senti que c'était le moment que tu t'es lancée, tu as fait du coup cette première formation de 8 mois. Est-ce que tu Oui. en as fait d'autres ensuite? Est-ce que tu en as fait en alternance? Enfin, c'était quoi les formats un petit peu, que tu as suivis? Alors, j'ai pu faire la première formation de développeur web et mobile qui était du côté de la Ciotat à l'époque. Et mes filles étaient plus grandes, donc plus autonomes. Donc, c'est sûr que c'était plus facile. Mais voilà, il y avait quand même certaines contraintes qu'il a fallu gérer à côté. J'ai fait ça et ensuite, j'ai fait un stage. Il y a eu le Covid, tout a été à l'arrêt, je crois que Mmh. pour tout le monde, ça a été la même chose. Et là, il a fallu se remettre en question et savoir, bon, moi, j'avais qu'un stage de quelques mois, pas grand-chose. Et sur le marché de l'emploi, j'étais trop junior, en fait. C'était trop frais. Et donc, c'est là que j'avais déjà pensé à l'alternance à cette époque-là. Les portes ne s'ouvraient pas. C'était compliqué pendant le Covid, tout ça. Donc, ça a été compliqué pour tout le monde. Et ce qui s'est passé, c'est que la Wildcott School a fait un partenariat avec la région PACA. Et à l'époque, c'était assez novateur parce qu'elle avait lancé une formation en blockchain. Et depuis, je pense pas qu'elle l'ait renouvelée, ce qui est vraiment dommage parce que cette formation était super et c'était en distanciel. Vu qu'on était vers la fin du Covid, mais il y avait encore des restrictions, c'était un peu comme ci, comme ça, bah, tout avait été fait en distanciel.
Et après, on enchaînait un stage en entreprise. Donc ça, j'avais bien aimé parce qu'en fait, pendant la période où il y avait le Covid, je me dis, mais il faut que j'ai une suite. Et moi, je m'étais intéressée à la cybersécurité, à ces choses-là, mais tout se fermait. Et là, on m'a donné l'opportunité de pouvoir faire cette formation. Je ne connaissais rien à l'écosystème du Web3. Et du coup, je me suis lancée et ça a été vraiment révélateur pour moi. Voilà. Est-ce que tu peux expliquer en une ou 2 phrases, peut-être, ce que c'est que le blockchain pour, les gens qui regarderaient et qui ne savent pas ce que c'est? Alors, moi, je dis que la blockchain, pour des personnes qui s'y connaissent pas du tout, c'est comme si c'était un grand livre de compte qui était ouvert et que toute la traçabilité des transactions était disponible et vue par tout le monde. Donc, il n'y a pas d'intermédiaire. Voilà, il n'y a pas d'intermédiaire. Ça se fait d'un portefeuille numérique à un autre portefeuille numérique. Voilà, si je veux t'envoyer de l'argent, toi, Fanny, je passe par un portefeuille numérique, je ne passe pas par une banque tierce ou je ne sais quoi. Aucun représentant, rien d'autre que ça se fait entre nous. Voilà. Et les transactions sont accessibles en ligne, voire des plateformes qui permettent de voir les transactions qui sont faites, mais avec des chiffres codés, en fait. C'est pas, on met pas Fanny et Marjorie. C'est juste le wallet est identifié, le portefeuille numérique avec une série de chiffres. Voilà. OK, De lettres. très clair, merci. Et ça t'a du coup fait un bagage en plus par-dessus, ta formation de développeur web et mobile. Est-ce que tu as senti la différence après en ayant fait cette formation? Ah oui, j'ai vu oui, j'ai monté en compétence, on va dire ça, parce que j'ai vu que waouh, ah oui, le niveau n'était pas le même et j'ai vu toutes les failles ou tout ce qu'il fallait retravailler. Je dis là, il y a un problème parce que dans ma première formation, il y a plein de trucs que j'ai pas vus, quoi. Et là, dans cette formation, le niveau, il est quand même bien, quoi. C'était assez, fallait s'accrocher, mais alors ça m'a passionnée, j'ai aimé ça. Et grâce à cette formation, durant le stage que j'ai fait en entreprise, j'ai rencontré des personnes via le réseau Discord. Et ces personnes, on a bien échangé et c'était des leads qui travaillaient dans la blockchain. Enfin, voilà, après, on rentre dans un écosystème, on rencontre un tel, et puis du coup, ça matche bien. Et cette personne m'a proposé, écoute, ça te dirait de faire une alternance et tout. Bah, j'ai dit, bah, tiens, pourquoi pas? Parce que c'est vrai que depuis que j'ai fait cette formation en blockchain, j'ai vu qu'il me manquait quand même certaines bases. Hein. Il fallait consolider. Et si je veux aller dans ce milieu, il va falloir que je retravaille ça. Il m'a dit, écoute, ça serait bien que tu fasses une alternance. Et ça s'est mis tout seul en place. À l'époque, c'était l'alternance concepteur-développeur d'applications qui me permettrait d'avoir de bonnes bases solides pour ce que je veux faire dans la blockchain. Parce qu'il faut savoir que dans la blockchain, on utilise des interfaces. Ces interfaces, c'est du code, c'est des technologies qu'on utilise dans le front. Voilà, avec les développeurs front-end. Donc, il y avait du React, il y avait tout ça, du Next.js, des compétences que j'avais besoin d'approfondir, que je n'avais pas vues dans ma première formation de développeur web et mobile, parce qu'on avait fait du HTML, CSS, JavaScript, et puis pas mal de PHP, du Symfony et pas mal de WordPress. Donc, ça s'était arrêté là. Et quand je suis rentrée dans la formation blockchain, il fallait quand même avoir un super bon niveau, enfin un bon niveau en React et je l'avais pas. Donc il a fallu que je travaille double et c'est là que je me suis dit bon, il va falloir que je fasse quelque chose pour améliorer ça parce que même pour le futur, si je veux travailler sur le côté front, il faut quand même que j'ai des bases sur ces technos parce que c'est des technos tendance, c'est des technos qui sont utilisés actuellement dans toutes les entreprises. Si on regarde les annonces sur LinkedIn ou ailleurs, on le voit. Même un développeur front, voilà, on lui demande du React, du Next, on lui demande, même il y a du Angular qu'on demande, on demande voilà, des frameworks comme Vue.js, c'est des bibliothèques qui sont à côté. Bon, il faut savoir manipuler tout ça et moi, non, je ne m'y connaissais pas trop, donc je me suis dit, je pense qu'une alternance, ça va aider à remettre tout bien à plat. Oui, puis tu avais déjà eu un premier lien du coup avec tes futurs employeurs de l'alternance, donc tu savais que ça se passait bien aussi grâce à ton stage? Oui, exactement. Et puis, j'ai rencontré le fondeur de la start-up pour laquelle j'ai travaillé pendant plusieurs mois. Et c'était une femme en plus et on s'entendait super bien.
Et elle avait des projets, ce qu'elle voulait faire, c'est les projets Web 2 qu'elle avait, les mettre dans le Web 3. Et c'était autour du cinéma indépendant. Donc, c'était quand même pas mal. Et moi, je m'occupais surtout de faire la partie front du projet. Et avec le lead blockchain qui m'encadrait, qui était mon mentor dans l'équipe, on travaillait sur des blockchains. C'était Fuse à l'époque. Et on a voulu mettre en place des collections d'NFT qu'on vendrait, en fait. OK. Pour, ton entreprise, pas toi personnellement? Non, pour Oui. l'entreprise pour laquelle je travaillais. OK. Donc tu as fait ça pendant l'alternance. Est-ce que tu as découvert, d'autres, parties du développement web ou d'autres parties de métier tech pendant ton alternance ou tu as fait uniquement ce projet? Non, oui, ils m'ont pris vraiment comme une conceptrice développeuse, surtout qualifiée front. Ils avaient vraiment besoin de quelqu'un dans le front et surtout dans le Web 3. Parce que là, je venais d'une formation Web 3 et eux, ce qu'ils voulaient, une continuité parce qu'eux, ils avaient le projet de faire des projets Web 2 vers Web 3. Donc moi, je travaillais le côté front et avec mon lead, on travaillait les smart contracts, les contrats intelligents qui permettent justement d'automatiser et de créer des crypto-monnaies et justement de pouvoir créer aussi des NFT. C'est pas évident, hein. Enfin, c'est encore un niveau de difficulté au-dessus comme, tu as tout cet univers-là qui peut être un peu flou. Enfin, tu développes pas une application ou un projet en tant que tel, il y a toute une partie qui va beaucoup plus loin quand même. Ah, carrément, mais là, il faut tout décomposer. Mmh. Et je travaillais quelque temps sur une partie. Après, j'accompagnais mon lead parce que lui, il était derrière dans tout ce qui était back et puis tout ce qui était automatisation, tout ça. Donc, lui, et les tests, parce qu'à la base, c'était son métier, c'était un architecte logiciel. Donc, lui, il faisait pas mal de tests. Et lui m'amenait aussi à rencontrer pas mal de monde dans le milieu du Web 3. J'ai rencontré pas mal de monde. Voilà, on se rencontre les uns les autres. Il faut savoir que le Web 3, c'est un microcosme, hein, c'est petit, hein, donc tout le monde se connaît. Donc, non, ça a été enrichissant. Ça a été enrichissant pour moi. Oui, il y avait des difficultés, bien sûr. Je ne suis pas arrivée avec les deux doigts dans le nez, ça c'est clair. J'en ai beaucoup bavé, mais j'ai aimé. J'ai aimé parce que c'était enrichissant. Et puis, voilà, intellectuellement, ça, on apprend beaucoup de Mmh. choses. Voilà, on apprend de ses erreurs, c'est surtout ça. J'ai fait pas mal d'erreurs, j'ai appris et voilà, et j'ai avancé et voilà. Comment tu gérais le fait de faire des erreurs? Parce que quand tu es en reconversion, c'est, dur aussi de prendre confiance en toi. Il y a un peu le enfin moi je trouve ça bien que tu en parles justement, que tu aies fait beaucoup d'erreurs parce qu'en général, c'est pas quelque chose que les gens mettent en avant quand ils parlent de leur parcours de reconversion. On va plutôt dire: «J'ai réussi à faire ça, ça et ça» et on parle un peu moins des erreurs. Est-ce qu'il y a des erreurs qui t'ont fait douter de tes choix? Est-ce que, il y a eu des grosses erreurs ou c'était plus des petits bugs, que tu arrivais à résoudre assez facilement? Il y a eu des petits bugs, il y a eu plusieurs petits bugs, il y a eu des erreurs. Encore aujourd'hui, bon, moi, je suis passée dans un autre registre aujourd'hui, donc avec un petit peu plus de maturité. Donc, voilà, il y a toujours des erreurs. Moi, je peux pas dire qu'on peut pas rentrer dans un métier et se dire, ouais, mais moi, je suis au top tous les jours. Non, c'est pas vrai. Aujourd'hui, je suis dans le design, je suis dans la conception des projets, mais je fais des erreurs et je dis, ah, voilà. Mais c'est comme ça qu'on apprend parce que quand on fait des erreurs, on analyse pourquoi on a fait cette erreur et après, on la refera pas. Et puis quand on va côtoyer des personnes dans notre marche qui sont amenées à faire ces erreurs, on peut les aider plus facilement et c'est de l'entraide qui se met en place. Et on peut avertir les gens que ces erreurs, comment les éviter et voilà. Non, non, j'ai fait des erreurs, oui, mais j'étais avec des gens qui étaient relativement patients, heureusement. Parce que ça compte beaucoup. Si on est avec des gens qui s'emportent un oui pour un non, alors là, on culpabilise encore plus et on n'est pas bien. Non, non, j'étais avec des gens relativement patients et puis quand ça n'allait vraiment pas, ça nous arrivait même les samedis après-midi de se faire un visio et allez, on détaille tout, on met tout à plat, voilà. Mais voilà, moi, oui, des bugs, des erreurs, du stress, des problèmes, des cris, des rages, des pleurs, oui, j'en ai eu plein, quoi. Ouais. Mais bon, j'ai continué parce que j'aime ça, parce que j'aime ce métier. Je crois que si on n'est pas passionné, on ne peut pas continuer dans la tech. En tant que développeur, on ne peut pas. Si on n'est pas passionné, on ne peut pas parce que c'est du stress en permanence, c'est des pressions, c'est des journées, on a envie de prendre le PC et le jeter contre le mur réel.
Et c'est pour ça que j'ai appris auprès de gens qui ont de l'expérience et qui m'ont dit, écoute, t'arrêtes tout, tu vas marcher un quart d'heure. Tu arrêtes. Tu arrêtes tout. Il faut savoir se déconnecter et se dire, voilà, parce que je suis rentrée aussi dans ce process où obstiné. Il fallait. Non, ton cerveau, il peut plus. Donc, t'arrêtes et tu reviens à la limite le lendemain. Tous les formateurs que j'ai eus, les gens qui ont l'expérience et qui sont simples, en fait. C'est des gens qui sont très, très bons dans leur métier et qui sont très simples et très accessibles. Ils m'ont dit, tu arrêtes tout, on s'en fiche, tu arrêtes tout. Moi, ça m'arrive souvent, même au niveau que je suis, ça marche pas, c'est pas le jour, c'est pas comme ça. Tu arrêtes tout et tu reprends demain, quoi. C'est tout. Pas grave. C'est un peu la légende quand tu cherches un bug pendant 6 heures. En fait, il te suffit de fermer l'ordi et le lendemain, tu le trouves en 5 minutes. La tête dans le guidon, ça sert à rien. Tu sais ce qui m'est déjà arrivé quelques fois, hein. Pas tout le temps, mais ça m'est arrivé. Tellement qu'on est dedans qu'on en rêve. C'est-à-dire que ça nous obsède même la nuit. Le cerveau est toujours en action. Je dors pas beaucoup à la base, mais alors là, c'est décuplé. Eh bien, j'arrivais à en rêver et à trouver les solutions en rêvant. T'es pas la première personne à me dire ça. Et ça m'est arrivé quelques fois. Je vais pas dire tout le temps, mais c'était assez surprenant. Non, mais il faut savoir prendre du recul. On est des êtres humains, on est des êtres faibles. Il faut le reconnaître. Et quand on sait qu'on est comme ça, c'est pas grave. Après, je sais, il y a des délais, des deadlines, il y a tout ça, mais il faut en discuter. Je pense qu'à un moment donné, d'où l'intérêt de travailler en agilité avec des équipes, c'est que quand on fait des bilans sur un process, qu'on se revoit tous, ou qu'on fait un échange de quelques minutes, on se dit, là, je vais pas bien, ça va pas. Ok, un tel va venir t'aider. Ok, on va résoudre ça. Et ça peut être résolu en 5-10 minutes ou une demi-heure, mais c'est résolu en tout cas. Voilà. Je pense que dans tout métier de la tech, quand on a une difficulté, il faut le dire. Il faut le dire, j'y arrive pas. C'est comme quand j'ai passé les examens, tu sais, devant le jury, développeur web et mobile. Ils m'ont poussé à bout. Et à un moment donné, j'ai dit, écoutez, vous savez quoi, je sais pas. Des fois, il vaut mieux que d'inventer n'importe quoi. Hein. Parce qu'ils le sentent en plus. Quand tu dis quelque chose, mais que tu mens un petit peu, il vaut mieux dire que tu sais pas. Ils m'ont dit, voilà, c'est ça qu'on attendait de toi. Tu as tout compris. Et ce monsieur, il avait plus de 50 ans. Et c'est quelqu'un, ça fait des années qu'il est dans le milieu, c'est un informaticien, back-end, qui m'avait poussé à bout sur les bases de données. Et il m'a dit, je t'ai posé des questions qui n'étaient pas de ton niveau. J'ai fait exprès. Pour que tu puisses me dire que tu ne sais pas. Et ça, il me l'a dit à la fin, quand on avait fini. Et il a apprécié que je dise, je ne sais pas. Il n'y a pas honte de dire je ne sais pas, mais ça m'arrive encore aujourd'hui. Hein. On ne sait pas. Hein. Il vaut mieux le dire. Quoi. Et puis surtout, s'il te pose des questions qui ne sont pas de ton niveau, c'est que la présentation devait quand même être assez bonne pour qu'ils se permettent de faire ça derrière. Il y a ça peut-être, mais je pense qu'ils avaient avant moi eu des personnes qui se vantaient. J'avais eu des échos. C'est pas passé ça. Donc à un moment donné, ils sont malins, hein, ils vont tester les gens. C'est pas. On va voir si elle va faire comme l'autre là. Eh oui, c'est réel, hein. C'est comme ça que ça se passe. Mais après, c'est vrai qu'ils avaient apprécié. Tu sais, la satisfaction que j'ai eue, c'est que j'en ai beaucoup bavé et la satisfaction que j'ai eue, c'est qu'à la fin, ils ont voulu garder mon livret de présentation. Voilà, ils ont voulu mon livret. Ils voulaient le garder. Ils l'ont gardé. Tu as un dossier en fait pour ton passage de titre quand tu fais du coup une formation en bootcamp. Et donc ce dossier, tu l'orientes autour d'un projet, c'est ça? Ouais, un projet fil rouge. Et le tien, c'était sur quoi, si tu t'en souviens? En fait, ce qui s'est passé, c'est que normalement, je devais le faire avec un collègue à moi. On était en binôme. Mais il y a eu le Covid et ça a tout capoté parce que pour se voir, c'était compliqué. Il faut savoir, lui, il était célibataire, donc lui, il n'avait pas d'heure. Mais moi, j'avais les enfants à la maison et je ne pouvais pas me connecter comme je voulais. Ça devenait un peu gênant, on va dire. Et je ne voulais pas être une charge pour mon collègue. C'est pour ça que gentiment, je ne lui ai pas dit que, voilà, on ne fera rien ensemble parce que je ne voulais pas non plus le décevoir. Mais voilà, je lui ai fait comprendre, il vaut mieux qu'il travaille sur un projet et on voit à côté si on peut ou pas. Et il a bien compris que c'était pas faisable. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que le projet qu'on avait commencé ensemble et qu'on avait bossé, je lui ai laissé. J'ai dit, écoute, tu continues, toi, puisque la décision, elle vient de moi. Donc, toi, tu continues tout seul à faire le projet.
On a commencé ensemble et tu le termines. Et moi, à côté, je vais repartir à zéro et je vais présenter quelque chose pour le jury toute seule, quoi. Ouais, une grosse charge de travail finalement, tu as fait presque 2 projets, alors un pas entièrement, mais quand même. Mais j'avais commencé avec lui avant, tu sais, qu'on nous dise les dates de présentation au jury. Donc c'est vrai, on était fiers parce que nous, on avait de l'avance. Mais quand il y a eu le Covid, oui, non. Et puis j'avais envie d'être seule. J'avais envie d'être seule parce que c'était déjà assez stressant comme ça, cette période. Et j'avais pas envie que ça rejaillisse dans la relation avec mon collègue, avec qui je m'entendais bien. Et je voulais pas le pénaliser. Enfin, il y avait plein de trucs. Je culpabilisais énormément. Et lui, il comprenait pas, parce qu'il dit non, on peut faire ça et tout. Il était super sympa, mais je l'ai pas senti. Il fallait que je m'isole et que je fasse quelque chose toute seule. Et je l'ai fait. Je l'ai fait avec beaucoup de doutes. Je suis arrivée là-bas avec des doutes. Je l'ai fait. Et j'ai présenté, alors le slide, je l'ai fait sur Canva. Voilà. Tu parles beaucoup de tes collègues, et cetera. Là, même tu dis, mon collègue, lui, il était sûr, et cetera. Est-ce que toi, tu vois, une égalité? Non. Ou c'est quand même majoritairement masculin? Ouais. 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 Et est-ce que tu as l'impression que tu dois, entre guillemets, «te battre plus pour te faire ta place» en étant une femme, qui a fait une reconversion? Ou est-ce qu'aujourd'hui, c'est plutôt accepter la reconversion et aussi le fait d'être une femme qui s'oriente dans ces métiers-là? Ça dépend sur qui tu tombes. Mmh. Je voulais te dire justement que j'ai passé des entretiens d'embauche là il n'y a pas longtemps et je me serais retrouvée qu'avec le head of product et le product manager et toute l'équipe produit, marketing et tout ce que tu veux et les développeurs, c'était que des hommes. J'aurais été quasiment la seule femme. Mais moi, j'ai pris l'habitude de ça. C'est pas quelque chose d'handicapant. Alors peut-être parce que je suis issue d'une famille nombreuse, moi déjà, et j'ai été élevée avec mes frères. Donc, ça a peut-être un impact. Et le fait que je travaille avec des hommes, moi, ça ne me dérange pas. Franchement, ça ne me gêne pas. Non, moi, ça ne me gêne pas du tout, du tout. Ce qui me gêne, c'est peut-être les stéréotypes. Ce qui me gêne, c'est les préjugés. Mais là, il y en a partout. Mais c'est vrai que dans le digital, c'est assez fort quand même, hein. C'est assez fort. On est en 2024, il y a des progrès, hein, je dis pas, je veux pas noircir le tableau et faire, voilà, comment dire, donner de faux espoirs aux gens, mais il n'y a que 17% des femmes dans la tech, hein, tout confondu. Alors, je t'imagine même pas, là, 17% de métiers tout confondus, d'accord? Bah, c'est ça, ouais, quand tu prends un domaine en particulier, c'est du Alors coup, maintenant, c'est ridicule. voilà, vise maintenant les femmes qui sont dans le côté technique, qui sont développeurs. Dans le côté designer, il y en a plus. J'avoue qu'il y en a plus. Mais développeurs, c'est compliqué. Développeurs, c'est compliqué. Dans les postes de direction, c'est compliqué. Dans les postes de management, ouais, il peut y en avoir, mais voilà. Dans les postes, par exemple, la personne avec qui j'ai travaillé pour sa start-up, bah, c'était une femme. Mais pareil, c'est-à-dire que toutes les deux, on s'est retrouvées. Elle fait partie d'une minorité et moi, je faisais partie d'une minorité. Parce que elle était founder de sa société, mais il n'y en a pas des masses, hein. Et moi, j'étais développeuse, déjà, il n'y en a pas beaucoup, mais développeuse blockchain. Alors là, voilà, même le lead de l'époque qui travaillait avec moi, il était sur les fesses parce qu'il avait eu un échange avec la responsable, ma responsable, et il disait, la responsable, elle lui a dit, Bertrand, tu as déjà vu des femmes développeuses dans le Web3? Il me dit, écoute, c'est la première fois. J'avais entendu, mais Ah là, c'est la ouais. première fois c'est la première fois, moi, que je suis amenée à travailler avec une femme développeuse dans le Web3, tu vois, pour l'époque déjà. Et ça, c'était en quelle année? 2022. Ouais, oui, donc c'est très récent. OK. Oui, parce que moi, ma reconversion, j'ai obtenu mes diplômes en 2020. Après, j'ai enchaîné avec la blockchain en 2021, 2022 avec qui a prolongé avec l'alternance, tu vois. Et en 2023, j'ai passé une spécialisation en blockchain en tant que développeur NFT, c'est-à-dire que moi, dans la blockchain, c'est comme chez les développeurs, on a qui se spécialisent et moi, je me spécialise dans les NFT, la création de marketplace NFT ou de générer des NFT, voilà. Dans l'art digital, en fait, tout ce qui était art digital, c'était ça qui me passionnait. Donc déjà à l'époque, c'était ça. On a une réaction de Mister Crazy 44 qui dit: «Je me permets d'intervenir. La tendance est en train de changer. J'ai fait le bootcamp dev web et mobile puis l'alternance.
et j'ai 4 amis issus de cette formation qui sont entrés dans des ESN. Félicitations, tant mieux. Mmh, Bah, tu complètement. sais, quand j'ai commencé 2019-2020, on était 25 effectifs et on n'était que 2 femmes développeurs web et mobile dans la Ah promo. oui. Ouais, ça a changé un peu sur les dernières promos là, il y a alors c'est pas toujours égalitaire, mais il y a quand même pas mal de femmes. Il y a une Le bonne chiffre répartition. commence à augmenter, mais il est toujours un Mmh. petit peu minime quand même. Mais ça augmente. Ça augmente un petit peu, mais bon. Après, de l'autre côté, le problème qu'il y a, c'est qu'il y a les femmes, elles vont commencer, elles vont faire des bootcamps, elles vont faire des choses, et après, au fur et à mesure qu'elles avancent et au fil des années, elles arrêtent. Là, la réalité, elle est là. Parce que j'ai des amies développeuses avec qui j'échange de temps en temps, et des fois, on appelle ça des blues codes. Elles ont le blues, quoi. Elles en peuvent plus. Et elle me dit, on peut parler? Je dis, ouais, on va parler, on parle de tout, on n'est pas là. Et surtout en rapport avec la tech, et elle me dit, voilà, tel est parti, tel s'est reconverti dans ça, maintenant tel arrête ça. Voilà. Et c'est surtout quand on veut commencer à avoir une vie familiale. Il fait aussi pour les jeunes. Mmh. C'est ce que j'allais te demander justement, si le fait, d'avoir une famille et d'être maman est-ce que c'est un «frein» entre guillemets à la reconversion ou est-ce que ça t'a donné encore plus de motivation? Ça m'a donné de la motivation parce que mes filles, elles m'ont vue. Et pour l'instant, la plupart, elles se dirigent dans des métiers de la tech actuellement. Je ne l'aurais pas dit, hein. C'est pas parce que moi je fais ça que ça y est. Non, non. Mes enfants sont libres, ils font ce qu'ils veulent. Du moment qu'ils font des métiers qui les passionnent. Et elles se dirigent là-dedans. J'en ai une, elle fait intelligence artificielle et robotique. Elle est partie dans un IUT là, à Béziers. Et j'en ai une autre, là, du coup, grande surprise, elle veut être aussi designer UX et UI. Et elle est en école d'art, là, elle termine. Et j'en ai une autre qui se dirige vers tout ce qui est gaming. En fait, elle est à fond OK. Minecraft, tout ça, et je suis en train de l'orienter en lui disant, tu sais, il y a des développeurs Minecraft, de jeux vidéo, des choses comme ça. Donc ça l'intéresse énormément. Complètement. C'est chouette, ça montre aussi toute la diversité qu'on peut avoir dans les métiers de la tech. Parce que finalement, c'est 3 parcours, plutôt différents, mais elles vont toutes les 3 vers un même domaine. Oui. Et il y a beaucoup de... En fait, ce qui nous rejoint toutes, hein, enfin, c'est familial, c'est la créativité. Il faut savoir qu'un développeur, c'est pas que de la logique, hein. C'est quelqu'un de créatif aussi. Il faut être créatif pour être dans ce milieu-là. Après, la façon de penser, elle est différente, mais c'est pas parce que, voilà, il y avait plein de préjugés comme ça, ouais, il faut être super bon en maths et tout. Non, c'est une façon de penser qui est différente. C'est de la logique, en fait. Et on peut en avoir la logique sans être forcément super bon en maths. Mmh. Après, ça dépend dans quelle techno tu te spécialises. Si tu fais des spécialisations Python, tout ça, des langages comme ça, ouais, je peux comprendre quand même, hein, il faut être quand même honnête. Mais moi, par exemple, j'ai fait du JavaScript, ça a bien calé. Et après, j'ai tapé dans les technofronts, React, Next, voilà, et puis ça se passe bien. Moi, actuellement, je suis plus vraiment dans ça, mais l'intérêt de ce que je fais actuellement, c'est que même une fois que j'ai goûté à ça, le fait de travailler avec des développeurs, c'est beaucoup plus simple, je pense. Mmh. Bah, tu comprends mieux leurs attentes aussi. Parce que du coup, pour repréciser sur ton métier actuel, quelles compétences il faut avoir, selon toi, pour être UX, UI designer? Moi, je vais partir d'abord sur les soft skills. C'est le savoir-être. Parce que les hard skills, c'est-à-dire les compétences au niveau outils, techno, tout ce que tu veux, oui, d'accord, mais on n'est pas obligé d'être super calé. Le plus important, c'est le savoir-être, c'est-à-dire que pour être UX UI designer, il faut avoir beaucoup d'empathie. Voilà, c'est vraiment, faut avoir aussi l'envie de communiquer et aussi de collaborer avec les équipes et toutes sortes d'équipes, que ce soit l'équipe produit, l'équipe marketing, l'équipe développement. Et le but, c'est de toujours satisfaire les besoins du client, toujours mettre en avant les besoins de l'utilisateur dans un projet. Donc, avoir beaucoup d'empathie, se mettre à la place de l'autre, ressentir ce que vit l'autre dans un parcours utilisateur quand il utilise un site, une application, et le retranscrire et le communiquer aux équipes avec lesquelles on travaille, que ce soit l'équipe marketing, l'équipe produit et surtout les développeurs. Eux, ils sont en fin de chaîne et le travail repose sur eux. Ils vont devoir après développer tout ce qui a été conçu et pensé avant. Il faut être patient aussi, il faut avoir de la patience, hein. Ça fait partie aussi, quand on est empathique, en fait, on apprend à être patient avec les gens. Je pense que quand on a une expérience de vie qui nous permet d'être patient, ben on le met en pratique plus facilement dans notre métier.
puis savoir être à l'écoute en fait. Plus être à l'écoute des utilisateurs, parce que c'est notre priorité, les utilisateurs, mais aussi à l'écoute de nos collègues. Parce que si on L'un ne va conçoit pas sans l'autre. ah oui, si on conçoit un produit, admettons, tu conçois un produit, tu dis ouais, on va mettre à fond ci, on va mettre à fond ça parce que l'utilisateur, mais que ça va créer du stress et des problèmes à l'équipe de développement, il y a un problème. Donc il faut essayer de trouver un équilibre tout en mettant toujours en avant les besoins de l'utilisateur et puis c'est de comprendre les problématiques tech au niveau des développeurs et puis essayer de trouver une entente pour que tout s'égalise, se mette bien en place. Donc, c'est beaucoup d'écoute, beaucoup d'empathie et aimer communiquer. Et après, au niveau des outils, alors les outils, c'est surtout connaître les bons outils de conception qui sont demandés actuellement en entreprise. Alors, je travaille pas mal sur Figma, je travaille sur Adobe XD. Sketch, je connais pas trop, mais il y a pas mal d'entreprises qui travaillent dessus. Même si on connaît pas trop, il suffit de le dire en entretien. Moi, je travaille sur Figma, mais il y a des principes que je peux retrouver dans Sketch. Il me faut une petite semaine d'adaptation et c'est bon. Je veux dire, il faut pas se freiner. Ah, mais moi, je fais que du Figma et Sketch. Non, il faut savoir jongler comme ça. Et les métiers de la tech, c'est des métiers où on doit savoir s'adapter. On s'adapte toujours. D'accord? Et pour être UX UI designer aussi, il faut savoir aimer faire des veilles, comme pour les développeurs, des veilles techniques, et de ce qui se passe, comment. Actuellement, avec l'ère de l'IA, il y a intérêt de savoir ce qui se passe. Il y a de plus en plus d'outils, justement, dans la conception où on intègre l'IA. Si vous regardez Canva, par exemple, c'est un outil de designer qui est pas mal, je l'utilise beaucoup, beaucoup. Et ben, il y a de l'IA maintenant dedans. Il y a de l'IA dedans et justement, on utilise l'IA pour gagner en productivité. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi en tant que UX UI designer, c'est comprendre tous les principes clés en ergonomie, savoir mener des recherches utilisateurs. Et ces recherches vont permettre ensuite de créer des wireframes et des prototypes interactifs et qui amèneront à la réalisation d'un futur produit. On se base vraiment sur les besoins des utilisateurs et ces données, après, on les retranscrit dans nos maquettes. En fait, dans les maquettes wireframe, c'est des maquettes basse fidélité au départ. Ensuite, on fait retester ces maquettes aux utilisateurs. Et ensuite, on passe à de haute fidélité, ça s'appelle du prototypage. Et après, voilà, on arrive à refaire tester sur les utilisateurs jusqu'à ce qu'on arrive à un produit relativement fini, sachant que même après son lancement, on continue à le faire tester par les utilisateurs pour toujours l'améliorer en fait. Et c'est quoi du coup une journée type, puisque là, tu énumères pas mal de missions différentes? Ça peut être différent d'une semaine à l'autre, ça dépend. La première chose, c'est quoi? C'est dès le matin, comme tout le monde, c'est regarder ses mails, répondre aux messages. Comme toi, tu connais aussi, c'est participer à des réunions avec tous les corps de métier. Voilà, on fait le point, surtout si on travaille en agilité, si on travaille, voilà, on fait des reviews, on regarde un petit peu ce qu'il faut faire pour la semaine, on se fixe des deadlines ensemble. Quoi d'autre aussi? Après, on regarde un peu sur un agenda genre Trello ou Notion, des tickets qu'on a à faire, à rendre pour la journée. On fait pas mal de recherches utilisateurs sur des produits qui sont déjà lancés. Donc, soit on fait de la refonte ou de la création de nouveaux produits. Donc, on va chercher ces utilisateurs, on va les interviewer, on fait des sondages, on récolte les données. Et ces données, ensuite, on va les retranscrire sur des maquettes, sur des prototypes. Et ensuite, on va collaborer étroitement avec les développeurs pour que tout soit mis comme il faut, quoi. Ok, donc oui, tu as pas mal de missions avec d'autres corps de métier. Hein. Quand tu travailles, bon, moi, je souhaite vraiment travailler plus en freelance, tu vois, parce que ça me convient plus par rapport à ma vie personnelle. Mais ça revient à la même chose parce que tu travailles avec des équipes. Tu ne travailles pas que tout seul dans ton coin. Hein. Tu es obligé de collaborer avec toutes les équipes de l'entreprise qui t'embauchent, en fait. Et à la fin de la journée, tu dois réviser un petit peu tout ce que tu as fait et tous les retours que tu as eus. Et tu dois planifier pour le lendemain. Et puis, voilà, et puis c'est reparti. Et tu parlais tout à l'heure de l'IA, justement. Puisque là, on parle de tes missions, etc. Est-ce que toi, tu utilises l'IA dans tes missions pour t'aider sur quelques petites tâches quotidiennes? Est-ce que tu as plutôt peur de l'IA pour tout ce qui est création avec les générateurs d'images? On aura finalement peut-être plus besoin de certains corps de métier dans le design. En tout cas, ça, c'est la croyance de beaucoup de gens.
Toi, tu en penses quoi? Tu vois ça comment? Alors, pour le métier du XUI designer, je rassure tout le monde, pour ma part, hein, c'est ce que je pense, et puis je vois autour de moi aussi les gens, des retours aussi, hein, pas que moi personnellement. Déjà, l'UX designer, c'est un métier d'avenir, d'accord? Donc, avec tous les projets numériques qui se créent aujourd'hui, que ce soit les sites web, les applications et tout ce que tu veux, par rapport à tout ce qui se crée aujourd'hui dans le numérique, tous les projets qui se font, on aura toujours besoin d'expériences utilisateurs bien conçues et bien structurées. Donc, les UX designers seront toujours indispensables, on n'a pas à avoir peur de cela, parce que c'est un métier où on est en rapport avec l'humain. On est obligé de travailler avec des êtres humains. L'empathie, une machine, elle n'a pas d'empathie. Enfin, l'IA, elle n'a pas d'empathie. Il n'y a pas d'empathie, il n'y a pas vraiment d'émotionnel là-dedans. Et l'IA, ce qu'il faut dire, c'est que c'est un outil qui nous permet de gagner en productivité. J'en parlais avec une de mes filles dans la semaine. Elle me disait, ouais, mais tu te rends compte, l'IA, ça va remplacer tout, les métiers qui vont disparaître. Oui, bon, certainement qu'il y a des métiers qui vont être modifiés. Faut pas non plus, on n'est pas dans le monde de oui, effectivement, il y a des choses qui vont être modifiées, mais je pense qu'il va falloir réadapter les choses et permuter sur autre chose. J'ai compris que l'IA, c'était un outil de travail indispensable qui te fait gagner du temps. Et je l'utilise. Je l'utilise dans mon quotidien. Je n'ai pas honte de le dire. Et à force de l'utiliser, on apprend à savoir faire des prompts de qualité et avoir de la donnée qui est de qualité. Parce que c'est pareil, il faut savoir faire des prompts. Sinon, on tombe sur de la donnée qui est un peu faussée et voilà. Donc, mais il faut savoir que l'IA va jamais remplacer les humains pour les métiers du XUI designer. Bon, après, c'est vrai, il y a Dali, il y a tout ça, ça va vite, c'est plus facile. Bon, dans l'illustration, tout ça, c'est à voir, parce que bon, on est une entreprise, on a besoin, on veut aller vite, tac, 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 ça se met en place, voilà. Mais je pense que il faut s'adapter parce que c'est là, en fait, c'est là. Soit on reste sur le bas-côté, on met la tête dans le trou et puis ça va pas, ou soit on décide de monter dans le train et puis on va voir ce qui se passe et on y va, quoi. Et dès que c'est sorti, ChatGPT à l'époque, parce que maintenant il y a plein d'IA, hein, je me suis dit, il faut que tu saches faire ça, hein, parce que ça va être très demandé et bingo, hein. C'est demandé, hein. Les gens qui savent utiliser l'IA, c'est demandé, hein. Complètement. Donc toi, ouais, tu l'as vraiment pris dès la sortie Oui. au tournant et tu as pris les prompts en main, tu as justement beaucoup pratiqué pour avoir des réponses qui maintenant te font gagner du temps. Je suis allée sur des mythes. Tu vois, je suis allée sur des mythes de professionnels et quand on a commencé à en parler, c'était médiatisé tout ça. Moi, ça m'a mis la puce à l'oreille. C'était quoi? C'était en 2022, hein, tout ça. Hein. Et sur LinkedIn, tu sais, tu avais pas mal d'événementiels. Tu sais, tu avais des conférences sur le sujet qui se lançaient. Tu avais des mythes. Et je me dis, participe aux mythes, écoute ce que disent les gens. Et en analysant, je me suis dit, bon, écoute, on va pas rentrer dans la chasse aux sorcières. OK? Donc, ce que tu fais, tu le prends comme un outil et tu vas savoir l'utiliser. Ça te fera une force. De toute évidence, ça te fera une force en entreprise. J'ai passé un entretien dernièrement avec une personne. Le fait de savoir utiliser l'IA, eux, ils sont dans l'IA, ils créent les chatbots. Et ils m'ont dit, ouais, c'est top, quoi. Tu sais faire déjà ça? Tu sais? Oui. Bon, voilà, tu gagnes des points. Parce que tu t'es intéressé au sujet. Après, je suis pas 100% favorable à ce que l'IA prenne trop de place dans notre société, mais je pense à un équilibre des choses. Complètement. Après, c'est un outil, hein. C'est l'usage qu'on en fait qui va déterminer aussi la place que ça prend. Tu parlais des mythes. Donc, les mythes, c'est des réunions, des meet-up, etc. Ça peut être en présentiel, ça peut être en ligne. Est-ce que tu as cherché des communautés en ligne et est-ce qu'il y en a que tu conseillerais? Alors, au tout début, quand je me suis reconvertie, la première chose que je faisais, c'est que j'allais sur Meetup, ça s'appelle Meetup. Et en fait, je sélectionnais ce qui correspondait à ce que je voulais faire comme métier et aux technos que j'utilisais, tout ça. Donc déjà, se tenir au courant, ça fait partie d'une veille. Je faisais pas mal de meet. Alors, je peux pas te dire des noms de groupes comme ça. Vous allez sur Meetup, vous tapez simplement UX Design, blockchain, développeur React, admettons pour les développeurs. Il y a toujours des événements qui se font et du coup, vous pouvez vous y inscrire, vous pouvez participer et vous êtes avec des professionnels, avec des gens qui s'y connaissent.
Donc, vous entendez pas n'importe quoi, vous entendez de la bonne ressource et ça vous aide à avancer et à monter en compétences. Ensuite, ce que j'ai fait, je suis allée pas mal sur YouTube parce que c'est la facilité aussi. Et sur YouTube, il faut savoir qu'il y a aussi des lives. Vous inscrivez à des chaînes comme Bastille UI, NN Group. Bon, NN Group, c'est pour les UX UI designers, mais ça peut aider aussi les développeurs parce qu'on peut comprendre aussi certains principes d'accessibilité, tout ça, pour des projets dans la conception. C'est en anglais par contre. Donc, habituez-vous aussi à pas vous inscrire qu'à des chaînes en français, mais aussi en anglais. Je sais que j'ai pas un super bon anglais, hein, vraiment. Alors, à l'oral, j'ai du mal. À l'écrit, je me débrouille bien. Les docs, ah oui, forcément. En plus, j'ai été développeuse, donc il fallait quand même que je sache lire l'anglais et que je comprenne un minima. Bon, inscrivez-vous à des chaînes sur YouTube. Il y a Bastille UI pour les UX/UI designers, NN Group. Faites des petits projets aussi. Allez sur Udemy. Udemy, bien sûr, il y a des projets, c'est vieux comme je sais pas quoi. Il faut prendre les mises à jour. Je me suis pas mal inscrite sur des groupes sur LinkedIn. Alors là, LinkedIn, allez-y à fond, hein. Faites un super bon profil. Apprenez à faire un bon profil LinkedIn. Rentrez dans des réseaux sur LinkedIn. Commentez sur LinkedIn et contactez des professionnels sur LinkedIn. C'est comme ça que j'ai fait. Et depuis, c'est comme ça que toujours je fais. Voilà. Et si vous pouvez et que vous avez envie, vous avez une facilité de communiquer. Et vous êtes un petit peu plus remarqué, vous rencontrez des gens, vous faites des échanges. Il y a des personnes qui me contactent en aparté. Hein. Des fois, c'est juste pour faire un petit échange comme ça. Mais au moins, vous avez un contact. Hein. Donc, c'est pas négligeable. Et voilà, après, vous allez sur des plateformes comme Medium. Je suis pas mal allée sur Medium. Voilà, il y a pas mal de choses qui se font et vous pouvez avoir accès sur Discord aussi. Hein. N'hésitez pas, vous allez sur Discord si vous aimez bien les réseaux comme Discord. Il y a le repère du web. Il parle, oui, il y a du code informatique, tout ça, mais il n'y a pas que ça. Il y a une room, en fait, qui est spécialisée dans l'UX UI design. Sinon, si vous voulez vraiment que du pur design, bah, vous tapez dans vos recherches sur Discord, UX UI designer, et vous allez avoir un groupe spécifique. Vous inscrivez dedans, et puis voilà. Top. Merci pour les recommandations. Je pense que ça aidera pas mal de personnes. Est-ce que tu aurais peut-être un conseil aussi à donner pour plus global des personnes qui aimeraient suivre une formation dans la tech? Alors, un conseil, faites ce que vous avez envie de faire, ne vous laissez pas arrêter par qui que ce soit, puis n'abandonnez pas. C'est pas facile, mais rien n'est facile dans ce monde, on va dire. Mais n'abandonnez pas, vous avez un objectif. Moi, ce qui m'a permis d'en arriver là, bien sûr, je me suis reconvertie, je suis passée du développeur web à designer. Maintenant, vous avez un objectif, allez jusqu'au bout. Il y aura des embûches, mais c'est pas grave, vous y allez, vous y allez, vous y allez. Il faut jamais abandonner, il faut toujours avoir un objectif et apprendre à être tolérant avec soi-même. Moi, j'ai eu un gros problème avec le syndrome de l'imposteur. C'est ça qui m'a freiné. Mais aujourd'hui, j'ai réussi à le mettre de côté et j'apprends à être tolérante avec moi-même et moins exigeante. Voilà. Après, c'est peut-être un travail aussi sur le long terme. Je suis pas sûre que ça disparaisse comme ça. Je te le souhaite, hein, mais c'est un gros sujet aussi, le syndrome de l'imposteur dans les reconversions. Il est pas parti, mais il est rangé dans un tiroir. Il est pas parti et puis ce qui m'a aidé à le dépasser, faites-vous entourer de professionnels, de mentors. Ayez un mentor. Moi, je me suis dit, il fallait vraiment que j'ai un mentor, quelqu'un qui m'aide à y voir clair. Et vous allez voir, vous allez gagner en assurance, ça va être plus simple. Alors, tout n'est pas parfait. Je veux dire, encore aujourd'hui, je suis un petit peu trop sévère avec moi-même, on va dire. Mais j'apprends à, comment dire, à accepter mes faiblesses et j'évite de me comparer aux autres et de me diminuer tout le temps. Voilà. Ne vous comparez pas aux autres. N'allez pas sur des sites où vous voyez des trucs, oh, lui il est top et tout, moi regarde ce que je fais. Non, il faut surtout pas faire ça. C'est le conseil que je donne, c'est vraiment entourez-vous de personnes. En fait, je dis pas qu'il faut pas aller voir des gens qui sont super calés. Mais évitez de vous engouffrer là-dedans et de voir que ça. Des gens qui ont à peu près le même niveau que vous, échangez avec eux, voir comment ils montent, voilà. Faites des petits projets avec eux, entre vous. Et puis, participez à des meets, rencontrer des professionnels, oui. Et puis voilà, mais pas vous comparer, parce qu'on ne peut pas se comparer, c'est pas vrai. On est tous différents, on a des parcours différents, on a des façons de faire, de penser différemment. Après, moi, je félicite toujours les personnes qui ont des super projets design. Je regarde parce que ça peut être une source d'inspiration, mais je m'enferme pas là-dedans. Marjorie, petite question sur le mentor. Comment tu trouves un mentor? Tu demandes à quelqu'un qui a plus d'expérience
de bien vouloir être ton nom? Non, en fait, moi, je suis allée sur LinkedIn. Ouais, tu peux contacter des professionnels comme ça en aparté. Tu peux leur demander un soutien s'ils ont un peu de temps sans être trop intrusif. Mais je me suis inscrite sur une plateforme, je crois que ça s'appelle Wikihero, sur LinkedIn, où c'est du mentorat associatif. C'est des personnes qui donnent quelques heures, en fait, et c'est une association qui est derrière, et à des prix vraiment, je veux dire, je suis honnête, hein, je n'ai pas peur de le dire, j'ai payé 50 € pour 3 mois, et j'avais un mentor qui me suivait toutes les semaines. Oui, c'est pas énorme. Voilà. Donc c'est vraiment, non, pour l'UX UI design, hein, je parle, hein, parce que après côté développeur, j'ai pas trop trouvé à l'époque. Peut-être que maintenant ça se fait plus. Mais UX UI designer, ouais, vous allez sur Wikihero, vous tapez. Il y a l'association Flupa aussi qui s'occupe de ça. Vous pouvez regarder les communautés de designers, UX UI designers. Il y a Flupa, Wikihero, voilà. Il y a pas mal de petites plateformes associatives qui s'occupent de ça et je trouve ça super parce qu'ils ont tout compris. Ils ont compris que si on veut avoir des professionnels d'ici quelques années qui ont un bon niveau, faut aider les juniors, pas leur fermer la porte. Le problème que quand on est junior sur le marché du travail, on a du mal à en trouver parce qu'on est junior. On a des carrières qui sont moins linéaires aujourd'hui qu'il y a 10 ou 15 ans, donc petit à petit, c'est Exactement. considéré comme plus normal aussi, et heureusement. Merci beaucoup Marjorie, en tout cas, de nous avoir raconté un peu voilà, ton parcours, donné les ressources. C'était Ouais. super intéressant. J'espère que ça aura aidé ceux qui nous ont regardés. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le futur? Alors pour le futur, moi je me suis lancée en tant que micro-entrepreneur. Et moi, ce que j'aimerais vraiment, c'est pouvoir me lancer en freelance et en solo freelancing. C'est tout nouveau. Je suis en train de me faire coacher en ce moment par rapport à ça parce que je ne connais pas le monde de l'entrepreneuriat, je ne connais pas cet univers-là. Pouvoir équilibrer de plus en plus, en fait, vie perso et vie pro. Pouvoir travailler à mon compte, c'est pouvoir gérer mes horaires. Et mon idéal de vie, ça serait par exemple travailler 4 jours dans la semaine et avoir un jour consacré à mes enfants. Ça, c'est vraiment, genre le mercredi, tu vois, tu es avec tes gosses et le restant de la semaine, tu gères tes projets. Voilà, Joli. voilà. Bah, peut-être que tu reviendras nous en parler quand tu auras trouvé un roulement et que ça fonctionnera pour toi. Bah, bien sûr, écoute, il n'y a pas de souci, on se cale ça, il n'y a pas de souci. J'en ai à toi en tout cas, et puis Bonne merci à journée. tous ceux qui ont regardé. Bonne journée.